Merci beaucoup, vraiment, Monsieur le maire. Il s'agit, au fond, aujourd'hui de tester quelque chose de totalement nouveau, inédit, qui consiste pour le porte-parole du gouvernement, la porte-parole du gouvernement que je suis, à déconcentrer, décentraliser les conférences de presse et aller à la rencontre des Français, tout simplement, pour faire un point d'étape sur la politique suivie par le gouvernement, sur la façon dont il a adopté les mesures sur lesquelles il s'était engagé pendant sa campagne. Et puis surtout, au-delà de ce que je pourrais vous dire en quelques mots d'introduction, venir à votre rencontre pour écouter ce que vous avez à nous dire et faire remonter aussi les peut-être revendications, les commentaires, les suggestions que vous pourriez avoir par rapport à ce premier mois de mise en œuvre de nos politiques. Quelques mots peut-être pour commencer sur ce qui s'est passé depuis 50 jours, hein, puisque ça fait déjà 50 jours que nous sommes installés dans ce gouvernement. Et pour vous dire que le premier des engagements qu'avait pris François Hollande a été tenu. Le premier des engagements, c'est celui de l'exemplarité. Dans une période où on l'a vu avec le taux d'abstention aux élections, même s'il était moins fort aux présidentielles qu'aux législatives, beaucoup de Français doutent ou se défient de la politique. Il fallait absolument remettre de la confiance entre les Français, les institutions, le monde politique. Et donc l'exemplarité, ça a été notre premier engagement. Nous l'avons respecté avec un gouvernement qui, comme nous nous y étions engagés, est totalement paritaire. C'est historique. C'est la première fois que la parité est ainsi représentée. Des responsables du gouvernement qui ont signé tous une charte de déontologie dès le premier Conseil des ministres, charte de déontologie visant en particulier à lutter contre les conflits d'intérêts, et on sait qu'il y en a eu quelques-uns dans le mandat précédent, donc c'était un vrai sujet. Une baisse des rémunérations adoptées pour l'ensemble des ministres, pour le Premier ministre et pour le Président de la République de 30%. Qui est aussi une façon, au fond, de se rendre d'autant plus légitime et crédible à ensuite demander à ceux qui ont le plus les moyens dans la société de contribuer aux efforts indispensables dans cette période de crise. Et c'est vrai que cette baisse des rémunérations du gouvernement nous a ensuite permis de demander, par exemple, d'imposer plus exactement aux PDG des entreprises publiques de réduire à leur tour leurs rémunérations, puisque désormais elles sont plafonnées, ces rémunérations, à 20 fois le montant des plus bas salaires de l'entreprise publique. Au-delà de la baisse des rémunérations des membres du gouvernement, un véritable effort fait pour être plus responsable dans les finances publiques, et à commencer par les dépenses des membres du gouvernement, puisque désormais les cabinets seront constitués d'un nombre de collaborateurs limité, c'est-à-dire 15 collaborateurs de cabinet au lieu de 20, voire plus comme par le passé, soit moins 25% de frais dans ces dépenses. Après l'exemplarité, l'urgence, c'était évidemment de rétablir de la justice sociale, parce que cette justice sociale a été très malmenée ces dernières années, et nous l'avions dénoncé à plusieurs reprises, notamment sur le front de la retraite, sur lequel nous avions pris des engagements pendant la campagne pour le retour à 60 ans à taux plein pour ceux qui avaient commencé à travailler jeunes. Le décret donc a été appliqué, vous le savez. Alors on entend beaucoup de choses sur ce décret et on entend notamment nos opposants nous reprocher que ça coûte très cher, que d'avoir permis à très exactement 110 000 personnes par an de partir à la retraite à 60 ans à taux plein quand ils ont commencé à travailler avant l'âge de 20 ans. Eh bien, la vérité, c'est que, évidemment, tout est équilibré et qu'aujourd'hui, le financement de cette mesure se fait par l'augmentation des cotisations patronales et salariales de 0,1 point, ce qui correspond très précisément à, pour un salarié au SMIC, une augmentation de cotisation de 1,40 €. 1,40 €. Donc vous voyez bien que ce n'est pas non plus excessivement important, contrairement à ce qui est raconté ici ou là, et que ça a permis, encore une fois, de rétablir de la justice et de considérer la réalité du travail et du parcours de ceux qui ont commencé à travailler très jeunes.
Dans les autres mesures de justice sociale que nous avions annoncées et qui visent aussi à redonner du pouvoir d'achat aux Français, tout simplement, il y a la suppression annoncée de la TVA sociale, qui, je vous rappelle, avait été adoptée par le gouvernement précédent juste avant qu'il quitte les affaires et qui s'apprêtait à peser sur les Français à hauteur de 11 milliards d'euros. Il y a l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, puisque nous avons bel et bien augmenté cette dernière de 25%. Et c'était une nécessité quand on voit les coûts de la rentrée scolaire et la difficulté pour de plus en plus de familles à y faire face. Donc aujourd'hui, c'est au minimum 70 € par enfant, l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire. Puis il y a évidemment un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers jours dans la presse, c'est l'augmentation du SMIC de 2%, revalorisation du SMIC, qui correspond en gros pour le semestre qui vient à une augmentation de 130 €. Donc pour un couple de salariés au SMIC, une augmentation de 260 €. Dernier sujet s'agissant du pouvoir d'achat, nous nous étions engagés aussi à encadrer les loyers dans les zones en tension. Eh bien, un décret a vu le jour aussi pour mettre cet engagement en application. Nous sommes beaucoup engagés pendant la campagne présidentielle sur la question de l'éducation, dont nous avons fait une priorité, parce que nous considérons que tout commence à l'école et que beaucoup se décide à l'école, et que les quelques 80 000 suppressions de postes réalisées par le gouvernement précédent ont terriblement malmené l'éducation nationale et qu'il fallait y remédier. Eh bien, dès cette année, sachez que 1000 postes sont recréés à la rentrée scolaire en septembre dans l'éducation, ainsi que 500 postes d'assistants de prévention et de sécurité. On a vu à quel point les problématiques de sécurité se sont développées, de violence à l'école se sont développées ces dernières années, donc il fallait y faire face aussi. Pour le reste, l'action du gouvernement et du président de la République a été beaucoup marquée par les négociations européennes, beaucoup de discussions, de tractations, de fermeté et en même temps de dialogue et d'ouverture d'esprit pour faire admettre ce qui s'imposait comme une nécessité pour François Hollande, c'est-à-dire le retour de la croissance dans l'agenda européen. Le retour de la croissance dans l'agenda européen, ça veut dire que, bien sûr, que chaque membre de l'Union européenne doit respecter une certaine responsabilité budgétaire, et c'est bien ce que nous faisons quand nous prenons des engagements comme ceux que nous avons pris, c'est-à-dire le retour à l'équilibre des finances publiques en 2017 et un retour à 3% du déficit public en 2014. Donc ça veut dire que nous allons évidemment faire les efforts nécessaires pour y arriver. Mais la responsabilité budgétaire doit s'accompagner d'un véritable effort pour relancer la croissance. Relancer la croissance, ça passe par une action volontariste au niveau national. C'est pour ça que nous créons une banque publique d'investissement pour soutenir l'activité productive, pour soutenir les petites et moyennes entreprises, pour leur accorder le crédit que les banques ne leur accordent pas nécessairement, pour investir dans un certain nombre de secteurs stratégiques comme la croissance verte, l'économie numérique, etc. Bref, pour que l'État redevienne stratège. Mais il faut investir aussi le niveau européen, parce que c'est au niveau européen que nous trouverons les moyens de relancer la croissance, notamment en mobilisant, comme les États s'y sont enfin entendus hier, en mobilisant 1% du PIB européen, soit 120 à 130 milliards d'euros, pour relancer la croissance, pour soutenir des grands chantiers de transport ou d'infrastructures qui permettent évidemment de relancer l'emploi en Europe. C'était un sujet essentiel pour le président de la République et il n'a vraiment pas économisé son énergie pour convaincre petit à petit ses partenaires dans une forme de discussion qui surprend par rapport à ce que nous avions connu ces dernières années, c'est-à-dire évidemment un axe franco-allemand qui est toujours là et qui est important et qu'il s'agit de maintenir et de renforcer, mais en même temps un respect manifesté à l'égard des autres pays européens, des autres partenaires et puis des institutions européennes qui jusqu'alors étaient un petit peu passées sous silence. Pour le reste, et notamment sur la question de l'emploi, vous savez que nous avons hérité d'une situation
pour le moins complexe, avec en particulier un certain nombre de plans sociaux qui avaient été mis sous l'étouffoir pendant la campagne présidentielle et qui se sont, j'étais en train de discuter avec le Jabi tout à l'heure, mais qui se sont déclarés évidemment récemment, ou pour certains de façon un peu plus ancienne, mais dont on voit toute l'ampleur aujourd'hui. Et c'est vrai que le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, a beaucoup de chantiers ouverts pour les mener à bien. Il a décidé de désigner dans chaque région un commissaire au redressement productif. Donc vous en avez un en région Rhône-Alpes aussi. L'idée, c'est à chaque fois de renouer le dialogue entre les différentes parties et au cas par cas de chercher des solutions plutôt que de se contenter d'avaliser les fermetures de sites, les délocalisations et la désindustrialisation qu'on a connue ces dernières années. N'oubliez jamais qu'en l'espace de 5 ans, notre pays a perdu quelques 400 000 emplois industriels. Et donc, évidemment, c'est le combat numéro 1 aujourd'hui du gouvernement que de ne pas laisser la machine s'emballer davantage, d'anticiper les plans sociaux et quand il y en a, de permettre aux salariés qui sont porteurs de projets ou aux repreneurs potentiels de mener à bien leurs projets. Il y a d'ailleurs sur ce front quelques bonnes nouvelles qui sont des messages d'optimisme, comme l'installation d'Amazon à Chalon-sur-Saône ou alors Toyota qui s'agrandit à Valenciennes. Donc il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, même si la situation reste difficile. Sur le front de l'emploi toujours, sachez que nous avons adopté l'idée de 80 000 contrats aidés supplémentaires sur le second semestre 2012. Voilà, alors vous allez me dire, on a parlé de la croissance, mais quid de la responsabilité budgétaire? Je le disais tout à l'heure, comme nos objectifs sont assez clairs, 3% de déficit public en 2013 et l'équilibre en 2017, il faut évidemment commencer à faire un certain nombre d'efforts et d'économies. Ce sera l'objet du collectif budgétaire qui sera présenté le 4 juillet prochain. Le collectif budgétaire, ça veut dire la loi de finances rectificative 2012. C'est ce qui vient en réalité solder l'année 2012. Et c'est un moment où il va nous falloir tenir compte d'un certain nombre d'engagements qui avaient été pris par le gouvernement précédent, qui n'ont pas été budgétés. Et donc, évidemment, va se poser la question des recettes. Donc, on sait d'ores et déjà qu'on procédera à cette occasion, par exemple, à la révision de l'impôt sur les fortunes pour mettre fin à la réforme qu'avait adoptée l'équipe de Nicolas Sarkozy et permettre d'augmenter le rendement de l'impôt sur la fortune en refaisant passer cet impôt avec un seuil de 800 000 € et pas de 1,3 million comme l'avait décidé le gouvernement Sarkozy. Donc on va avoir un rendement supplémentaire pour cet impôt et puis on va adopter un certain nombre de mesures d'économie. Alors vous avez beaucoup entendu parler, je pense, dans la presse de la question des fonctionnaires. Moi, je tiens à dire ici que les priorités qui ont été fixées par le président de la République de façon très constante et cohérente, ça a toujours été que 6 créations d'emplois il y avait, ce serait dans 3 secteurs absolument essentiels et qui en manquent cruellement, qui sont l'éducation, je le disais, mais aussi la police et la justice, la police, la gendarmerie et la justice. Eh bien, pour pouvoir pourvoir à ces créations de postes, il va falloir que d'autres administrations fassent des efforts. De quelle ampleur seront ces efforts? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous ne continuerons pas la logique du gouvernement précédent, qui était celle de la RGPP, la révision générale des politiques publiques, et qui consistait en gros à supprimer un fonctionnaire sur 2 de façon systématique, de façon aveugle dans toutes les administrations, sans se poser la question de la pertinence des politiques publiques conduites ici ou là. Nous sommes en train, c'est la feuille de route qui nous a été adressée à nous, les membres du gouvernement, par le Premier ministre, de regarder en finesse dans nos administrations où il peut y avoir rationalisation,
où avec les collectivités locales, il peut y avoir peut-être davantage de mutualisation pour réaliser des économies, mais ça ne se traduira pas, ce nécessaire effort, par des coupes systématiques et brutales. Ce sera une réinterrogation, en gros, de la pertinence de l'ensemble de nos politiques publiques. Et je crois qu'il faut procéder comme cela parce que l'État ne peut pas ne pas se remettre en question dans son fonctionnement au moment où tout le monde est appelé à faire des efforts, évidemment. Quand je dis tout le monde est appelé à faire des efforts, ça pose la question de la fiscalité qui ne sera pas à proprement traitée dans ce collectif budgétaire, mais qui sera traitée dans la loi de finances 2013, puisqu'on va adopter la réforme fiscale à laquelle nous nous étions engagés pendant la campagne. Et je rappelle que notre idée, contrairement à ce que prétendent là encore beaucoup de responsables à droite, ça n'est pas d'assommer d'impôts les Français et sûrement pas les classes moyennes et sûrement pas les classes populaires. Notre idée, c'est simplement de remettre de la justice dans l'imposition. L'impôt est devenu de moins en moins progressif ces dernières années. Ça veut dire qu'il pèse de fait de plus en plus sur les classes moyennes et c'est avec cette logique-là qu'il faut rompre et il faut faire en sorte que, s'agissant des ménages comme des entreprises, ceux qui ont le plus les moyens de contribuer contribuent le plus. Ceux qui ont le moins de difficultés à finir les fins de mois participent à l'effort de solidarité indispensable avec ceux pour qui la fin de mois, c'est dès le 15 du mois. C'est un petit peu ça la logique et c'est pour ça que, par exemple, s'agissant des entreprises, nous mettrons en place, dans cette réforme fiscale de l'automne à venir, la modulation de l'impôt sur les sociétés, puisqu'on s'en est tous rendu compte depuis longtemps. Nicolas Sarkozy l'a découvert pendant la campagne présidentielle. Les grandes entreprises sont taxées en moyenne à hauteur de 8%, quand les PME, elles, le sont à hauteur de 30%. Donc l'idée, c'est évidemment de remettre de la logique et de la justice dans tout cela et de faire en sorte que plus l'entreprise est petite et moins elle paye d'impôts sur les sociétés et pas le contraire. Tout comme il s'agira de faire une différence entre les bénéfices des entreprises qui sont réinvestis pour une activité productive et qui seront donc moins taxés, et les bénéfices des entreprises qui sont versés sous forme de dividendes aux actionnaires et qui devraient être taxés, là encore. Ce sera l'occasion pour l'État de récupérer des recettes. D'autres sujets peut-être, et puis on y reviendra dans les questions si vous le souhaitez. Dans les mesures qui ont déjà été adoptées, il y a la volonté, après des moments difficiles, je trouve, pour ce pays, dans le débat public, la volonté de remettre un peu d'humanisme au cœur du projet français. Et un symbole fort de cette volonté, ça a été, par exemple, l'abrogation de la circulaire Guéant. Je pense que tout le monde se souvient de ce qu'était cette circulaire qui empêchait de fait les étudiants étrangers de s'installer pour travailler en France. Eh bien, elle a été abrogée comme nous nous y étions engagés. Le retour d'un certain esprit aussi d'apaisement dans la société, avec cette idée du dialogue permanent, du respect des corps intermédiaires, du respect des contre-pouvoirs. Vous avez remarqué que la nouvelle méthode du gouvernement désormais sur l'ensemble des sujets, à commencer par les sujets économiques et sociaux, mais ça vaut pour le reste, c'est la concertation. C'est pour ça que la conférence sociale du 9 et 10 juillet prochain est très importante, parce qu'elle permettra sur des sujets aussi importants que la formation, les retraites, les rémunérations, l'égalité entre les hommes et les femmes, etc., de s'enfermer avec les partenaires sociaux et d'arriver à déboucher sur des positions qui soient à la fois marquées de la détermination du gouvernement, mais en même temps acceptées par les principaux concernés. Donc la concertation. Sur l'international, vous avez vu que contrairement à ce qu'on a beaucoup dit pendant la campagne présidentielle, le nouveau président de la République s'est vite coulé dans ses habits de président d'une grande puissance et qu'il a réussi à imposer beaucoup de ses positions à l'international. On pourrait évoquer par exemple le retrait de nos troupes combattantes d'Afghanistan qui va commencer au mois de juillet. On pourrait évoquer aussi la question de la croissance qui s'est imposée non seulement dans les discussions européennes mais aussi au G20.
où on pourrait évoquer la question du développement durable, même si les conclusions de Rio+20 ont été assez insatisfaisantes. François Hollande était l'un des rares responsable, président, à être présent. D'ailleurs, son discours a été applaudi, ce qui est chose extrêmement rare dans ce type d'enceinte. Et il a réussi à faire passer un certain nombre d'idées. Je pense par exemple à la taxe sur les transactions financières, qui, même si elle ne fait pas l'unanimité au niveau du G20, eh bien, permettra d'entamer au niveau européen entre les États qui sont d'accord, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie par exemple, et d'autres, d'entamer une coopération renforcée sur cette taxe sur les transactions financières. L'idée de cette taxe sur les transactions financières, c'est évidemment de récupérer des recettes qui viennent abonder le budget européen, notamment pour relancer la croissance, mais aussi, et c'est là que j'en reviens à l'idée de Rio+20 et au développement durable, d'utiliser une partie de ces ressources nouvelles pour soutenir le développement dans le monde. Donc ce sont des sujets qui tenaient beaucoup à cœur du président et sur lesquels il a réussi à avancer. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de l'essentiel. Je vous laisse la parole, soit pour rebondir sur ce que je viens de dire, soit pour évoquer d'autres sujets, y compris des sujets plus locaux. Je n'aurai pas forcément réponse à tout, évidemment, mais je suis là justement pour les noter et pour m'en faire votre porte-voix au gouvernement. Je vous remercie de votre attention.